militaire qui soit bloqué par la pénurie d'essence. Ça, on ne le voit pas encore. Mais si en prime, ils ont des Tomahawk ou engins assimilés pour continuer à frapper raffineries, infrastructures énergétiques, là, ça peut tout changer à la guerre. Et à mon sens, de manière assez rapide en plus. Et ça leur fait peur, la réaction d'Dimitri. Ah oui, bien sûr, oui. On sait que les sanctions, mais je pense qu'ils n'auront pas ou pas tout de suite, et en tout cas après, pas de la part des Américains. C'est le problème avec Donald Trump, c'est la continuité. Alors oui, ça c'est sûr. On sait qu'il peut dire blanc le matin, noir le soir, ça c'est certain. Arthur Koenigsberg, c'était intéressant sur la livraison, ce que disait aussi le général, que ça peut aussi passer par les Européens, que ce soit pas forcément en effet une livraison directe entre Américains et Ukrainiens. C'est tout l'enjeu aussi qui se passe dans cette guerre d'ailleurs depuis 3 ans sur la livraison d'armes, et c'est un peu la position peut-être de Donald Trump. Oui, exactement, mais Donald Trump, la différence avec l'administration Biden, c'est qu'il refuse d'aider directement l'Ukraine. C'est ça. Donc c'est extrêmement clair. Si l'Ukraine acquiert des Tomahawk, ce sont les pays de l'OTAN qui vont payer. Ça transitera par l'OTAN. Ça, c'est extrêmement clair. Ce qui est intéressant vraiment sur ce sujet, c'est la lutte d'influence qu'il y a actuellement à Washington sur le dossier ukrainien, où on voit à l'intérieur du Parti républicain plusieurs tendances qui sont en train de s'affronter. On peut clairement supposer que sur cette histoire de Tomahawk, c'est beaucoup plus la tendance ancienne du Parti républicain et du réganisme, incarné par Kellogg, qui est à la manœuvre. On pensait sur la touche en plus, donc de le voir revenir et de le voir avoir encore de l'influence, c'est extrêmement intéressant. Exactement. Maintenant, effectivement, la vraie interrogation, c'est est-ce que les Tomahawk seront vraiment sur le sol ukrainien dans les prochains mois. On peut se concentrer. Donald Trump, c'est aussi le spécialiste pour ça. Il nous a concentrés pendant des mois sur les patriotes. Ça a un peu changé, mais c'est pas monumental. Là, il y a les Tomahawk, mais ce dont a besoin l'Ukraine, c'est une aide constante et surtout d'une aide financière considérable. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement de livraison dont a besoin l'Ukraine, mais c'est d'être autosuffisante dans sa production industrielle. L'Ukraine est vraiment en économie de guerre, a une montée en puissance industrielle phénoménale, mais elle manque d'argent, elle manque de finances. Donc Zelensky, lorsqu'il rencontre ses homologues européens, c'est surtout des dons, des prêts, etc., qu'il demande plus que des livraisons technologiques, parce que les Ukrainiens sont assez clairs sur ce sujet. Il n'y aura pas de game changer. Il n'y a pas une arme qui peut changer le cours de la guerre. C'est un package. Donc aujourd'hui, c'est ce package que les Ukrainiens essaient de constituer. Alors, il y a des armes qui peuvent quand même tout changer dans le tournant de la guerre, mais en effet, selon la façon dont elles sont utilisées, colonel, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que même sinon, ils n'auront pas l'autorisation d'aller taper jusque Moscou. Mais en effet, comme le disait Xavier, comme le disait aussi Xavier, si en revanche, ou comme le disait Tatiana, qui était finalement d'accord en fait sur le fond, c'est que si ça tape les infrastructures énergétiques, les sites de raffinerie et donc forcément le pétrole, là ça peut quand même être un tournant dans cette guerre. Mais jusqu'où ? C'est toujours le problème. Les Américains, comme toujours, ils vont garder la clé de contact de l'engin, parce que c'est un engin tellement impressionnant en termes de précision, etc., malgré le coût, 1,5 million de dollars, c'est énorme. Donc ils vont garder la clé. D'autant que les Américains ne vont pas se retrouver en situation d'être accusés par les Russes de monter en gamme, de rentrer dans une escalade, parce que cet engin, en plus, c'est un engin nucléaire. Alors j'ai pas dit que les Américains allaient mettre des armes nucléaires en Ukraine, mais l'engin peut porter une arme nucléaire. Donc la symbolique, elle est très forte. Et encore une fois, les Américains, c'est un État nucléaire, les Russes, c'est un État nucléaire. Aujourd'hui, cette partie nucléaire, elle est activée régulièrement par Poutine, mais personne n'y croit. Parce que personne ne pense qu'il va tirer sur un pays non nucléaire comme l'Ukraine. Par contre, dès lors que vous avez une montée de l'escalade, moi je pense que les Russes, que Poutine a suffisamment de folie pour monter relativement haut dans l'escalade. Et dès lors que vous avez une escalade qui monte, comment vous l'arrêtez ? Vous savez, l'histoire de la crise de Cuba, etc., des années 60, a été déterminante. Et on sait très bien qu'en fait, que c'est pas du tout Khrouchtchev qui a fait machine arrière, mais c'est Kennedy qui a fait machine arrière, qui a compris en finale qu'il ne pouvait pas rentrer là-dedans. Donc, la mécanique de l'escalade, elle est très compliquée. Et malheureusement, ce que je crains, d'abord, je suis certain que les Russes ne craqueront pas à ce niveau-là. Et deux, je crains qu'ils utilisent ça pour monter en puissance et pour nous mettre dans une situation, nous, occidentaux, détestable. Est-ce qu'on avait besoin, dernière question, point de suspension, est-ce qu'on avait besoin réellement de livrer des Tomahawks pour transformer le cours de la
la guerre ou pas. Je suis d'accord avec mon camarade, a priori non, il y a d'autres moyens et de l'argent, etc. Ça, ce sera simple et plus ça, ce sera le sujet d'une autre, émission. En tout cas, vous voyez, c'est bien, ça nous fait des thématiques encore à aborder. Alors, on va rester, petite page de pub, désolée Tatiana, mais justement, on va continuer à pas être forcément très rassurant, même si, encore une fois, on ne vous affole pas chez vous. Il faut quand même le dire, mais c'est vrai qu'on pose cette question. La France se prépare-t-elle à une guerre de haute intensité? Le chef d'état-major de l'armée de terre a présenté les grandes lignes de transformation des forces françaises. Et bon, il faut être prêt dès ce soir, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans vous affoler, encore une fois, on en parle dans quelques minutes. Restez avec nous. Allez être prêt pour le Covid. LCI Direct se poursuit, il est 16h27, bienvenue si vous nous rejoignez avec toujours nos experts en plateau. Et cette question, la France se prépare-t-elle à une guerre de haute intensité? Alors pourquoi on se pose cette question? Parce que le chef d'état-major de l'armée de terre a présenté les grandes lignes de transformation des forces françaises, notamment dans le domaine des drones, et ça on en parlera beaucoup avec vous, colonel. Et il a dit cette phrase, il faut être prêt dès ce soir. Alors on va poser le contexte avec vous, Sylvia Amicone. De quoi parle-t-on? Oui, effectivement, c'est des propos qui font écho aux mises en garde déjà du général Burkhardt cet été. Souvenez-vous, c'était le 11 juillet. Mais aussi à la première prise de parole du général Mandon, nouveau chef d'état-major des armées. Il avait dit, face aux défis, pas de relativisme, mais de la lucidité et du courage. Eh bien, le chef d'état-major de l'armée de terre s'inscrit dans ses pas, effectivement, dans cette conférence de rentrée où il a parlé de toutes les transformations à venir avec cette phrase qui n'est pas passée inaperçue. Vous l'avez dit, Anne-Chloé. Nous sommes déterminés à être crédibles et nous voulons montrer que nous sommes prêts. Dès ce soir, la guerre en Ukraine a secoué les armées, a apporté son lot d'innovation. Les armées doivent s'adapter et c'est ce que dit en substance le CEMAT. L'occasion d'insister sur les équipements qui seront déployés dans le futur, comme le Proteus par exemple, il en a parlé, c'est un système anti-drone. Il n'aura fallu que quelques semaines, dit-il, pour passer de la conception à la livraison. Une cinquantaine arriveront l'an prochain, explique le général. Alors 2 urgences selon Pierre Schill, les feux, la létalité, rendre les armes plus puissantes, mais aussi la capacité de frapper l'ennemi en profondeur. À l'objectif, eh bien, c'est d'accélérer grâce aux drones kamikazes, ces engins qui ont changé le cours de la guerre en Ukraine. L'armée table sur 10 000 engins dans les prochaines années. Elle en possède plus d'1 millier aujourd'hui. Objectif aussi, Anne-Chloé, former les soldats à devenir des opérateurs de drones. Il me faudrait 77 000 opérateurs de drones, dit-il, chacun dans son domaine, des générales. Et puis la robotisation des armées s'accélère elle aussi. Alors, autre urgence selon lui, Sylvia, c'est la capacité à se projeter rapidement. Oui, on sait que la France, elle est volontaire dans le cadre de la force de réassurance voulue par Emmanuel Macron en cas de cessez-le-feu en Ukraine. Mais que se passerait-il aussi si l'OTAN déclenchait le fameux article 5, c'est-à-dire celui qui appelle les alliés à défendre un pays de l'alliance attaqué? Eh bien, cet automne, la France participera à un exercice XXL en Roumanie. 5000 hommes seront déployés avec blindés et systèmes d'artillerie. À terme, la France vise la capacité de déployer 20 000 hommes sous 30 jours en 2027. Des exercices qui sont appelés à se multiplier comme autant de signaux lancés à la Russie, envoyés à la Russie. Et regardez ce que dit le général également. Il y a un adversaire qui est à nos portes et qui nous teste, qui a un intérêt objectif à affaiblir l'Alliance en créant des distorsions d'appréciation. Merci pour toutes ces précisions, Sylvia. Beaucoup de choses, on va d'ailleurs y revenir. Mais déjà, alors c'est vrai qu'il ne faut pas s'affoler, mais quand même ce mantra du général, on doit être prêt dès ce soir. Quand on entend tout à l'heure, on l'a passé sur notamment ce mur de drones, et l'Europe est-elle prête? Jean-Noël Barrot qui dit voilà, il faut monter d'un cran dans la sécurité, dans ce qu'on peut faire. Bon, autour de cette table, c'est voilà, faut pas s'affoler, mais quand même, le ton a changé. J'ai envie de dire. Pas s'affoler, mais on aurait dû être prêt en 2014. Voilà. On aurait dû être prêt au moment où Vladimir Poutine a pris la Crimée, a envoyé des hommes pour déstabiliser le Donbass. À ce moment-là, on aurait dû être prêt à venir au secours de l'Ukraine plutôt que de laisser faire. D'autant plus que c'est quelque chose qui couvait depuis des années et des années. Avant 2014, avant la révolution de Maïdan, il y a effectivement la Géorgie en 2008. Il y a la première révolution ukrainienne, on l'oublie toujours. Il se trouve que j'y étais, donc je m'en souviens moi personnellement, en 2004, qui était déjà quelque chose d'extrêmement
extrêmement compliqué, où on a cru que vraiment il y avait un changement de monde, quoi, qu'on était entré dans une nouvelle ère, mais c'était totalement faux. Et Vladimir Poutine le savait très 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 bien. Dès son arrivée au pouvoir au début des années 2000, le but de Vladimir Poutine, c'était de refaire à la fois d'un côté la Grande Russie et de l'autre côté l'URSS, de combiner les deux. Et il a tout mis en œuvre pour cela. Et quand il a vu son poulain Yanukovych ne pas y arriver en 2004, on a cru qu'il le laissait tomber. Mais non, il ne le laissait pas tomber. Il est revenu au pouvoir et après ça a donné 2014. Et puis la guerre en février 2022. Tatiana. Oui, quand on s'intéresse à Vladimir Poutine, donc il a été en poste à Dresde pendant très longtemps comme agent du KGB. Il n'avait pas un rôle très très haut placé, mais il était là quand, juste avant la chute du mur de Berlin, il y a eu des manifestants qui sont allés vers le siège de la Stasi à Dresde, qui était en face du siège du KGB où était Vladimir Poutine. Et toutes les personnes, alors là j'y étais pas, j'étais née mais j'y étais pas, ont dit que ceux qui ont assisté à ces manifestations-là ont eu très peur. Il a eu très 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 peur, Vladimir Poutine. Et il y a eu, bon, je disais tout à l'heure, il avait 10 ans au moment de la crise des missiles de Cuba. Mais ça aussi, ça a forgé quand même sa conscience du nucléaire, sa peur du nucléaire, sa volonté d'utiliser le nucléaire à son propre avantage et de ne pas se retrouver aux prises avec d'autres puissances qui peuvent utiliser le nucléaire. Donc tout ça, quand on regarde son enfance, son adolescence, ses années d'officier du KGB, vraiment, c'était pas un rôle subalterne non plus, mais il ne faisait pas partie des agents top du KGB. Tout ça, ça a forgé sa conscience de ce qu'il est aujourd'hui, et il a toujours voulu, depuis le début des années 2000, mais on a mis du temps à s'en rendre compte, il a toujours voulu reconstituer l'URSS et peut-être au-delà le pacte de Varsovie. Et quelque part, toutes ces déclarations, moi ça me rassure, les déclarations de nos ministres. Ça veut dire qu'enfin... Il est temps d'être prêt. Conclusion, voilà, prise de conscience et surtout enfin, plus qu'une c'est pas inquiétant, c'est au contraire ce qui n'aurait jamais dû s'arrêter. On commence à lancer, à vraiment moi, je suis à nouveau d'accord avec Xavier, j'espère que vous aurez noté. C'est noté, tout le temps. Je note, vous savez, je fais des petits bâtons et des petites croix. Colonel. Il faut savoir qu'en 2022, l'armée française a eu un double choc. Le premier choc, c'est l'entrée de la Russie en Ukraine, premier choc. Deuxième choc, c'est la fin de la guerre au Sahel. Barkhane s'est fait virer du Sahel. Donc on avait un modèle qui était fondé, une doctrine qui était asymétrique. Donc notre ennemi était toujours terroriste. Donc on avait un modèle d'armée qui avait un ennemi qui était toujours inférieur en nombre à vous. En 2022, patatras, on voit l'armée russe qui déboule. Donc aujourd'hui, le problème, maintenant, le CEMAT et le CEMA, lorsqu'ils parlent de ça, en fait, très concrètement, c'est l'aboutissement d'un processus intellectuel où ils ont réfléchi à un nouveau modèle d'armée. Et en fait, ils ont mis 3 ans, ce qui en fait me paraît être assez rapide en plus. Donc très concrètement, ils ont créé une nouvelle doctrine. Et dans cette doctrine, ils ont pris trois paramètres en compte. C'est 1, la mobilité. 2, les feux, et 3, la protection. C'est toujours la même chose. À partir de là, ils ont fait un état des forces. Ils ont dit qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque de la masse, il nous manque des effectifs. On a une armée de terre à 70 000 hommes, il veut bien mettre 20 000 hommes, mais c'est un tiers de l'armée française, de l'armée de terre, c'est énorme, etc. On n'a pas de masse, on n'a plus que 200 chars. C'est ça, 25 000 hommes sous 30 jours en 2027, de pouvoir déployer 25 000. Et donc ça, c'est énorme. 2027 On n'y est pas encore. Non, ah bah non. C'est comme de toute façon sur les technologies des drones, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que derrière, il y aurait toute une politique liée aux réservistes, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une structuration. Et en fait, le message aujourd'hui, il arrive pas à point parce que honnêtement, les budgets sont pas encore tout à fait là. C'est moins qu'on puisse dire. Par contre, ce qui se passe, c'est un message politique qui se passe. Il y a un message qui est destiné à rassurer, je dirais, le monde français. Message politique en disant l'armée française, vous pouvez compter sur elle. Pourquoi ? Parce qu'on a un président qui est extrêmement proactif. En Europe, il dit moi, il y a des forces de... Donc si on a une armée qui n'est pas prête, et ça ne fonctionnera pas. Donc l'armée française, elle répond présent au président de la République. Arthur Kenigsberg, je voulais faire réagir notamment à cette citation de Dimitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Regardez ce qu'il a affirmé aujourd'hui. Dans les pays européens, on entend beaucoup parler d'une guerre avec la Russie. Dans les 5 prochaines années, elle ne doit pas avoir lieu. La probabilité d'un accident fatal existe toujours. C'est pourquoi il faut être vigilant. Là, pareil, on a l'impression qu'on est en fait entre deux feux, quoi. C'est comme Friedrich Merz qui disait vendredi, on n'est pas en guerre, mais on n'est pas en paix non plus. Le chancelier allemand. Non, effectivement, c'est toujours particulier de réagir au propos de Medvedev pour la blague. Il a en plus. Exactement. Oui. D'habitude, il attise le feu. Exactement, mais c'est quand même assez révélateur. Il n'y a pas que Medvedev qui dit ça dans l'appareil d'État russe.
C'est-à-dire qu'ils sont en train de justifier et de préparer leur narratif à une potentielle guerre avec un pays de l'Europe et de l'OTAN demain. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, ils justifient leur guerre d'Ukraine parce qu'elle serait justifiée par les multiples expansions, entre guillemets, de l'OTAN sur les pays d'Europe centrale et orientale, et que la Russie se sentant menacée, elle est obligée d'avancer vers l'Occident. Aujourd'hui, elle dit que la montée en puissance militaire des pays européens et de l'OTAN, ça justifierait la montée en agressivité russe de demain. Mais ces opérations de communication de l'armée française depuis des mois sont essentielles pour la préparation des esprits, effectivement, à une potentielle confrontation directe avec la Fédération de Russie, non pas sur le sol français, mais pourquoi pas en Estonie, où effectivement nous avons 500 soldats français stationnés en Estonie dans le cadre des missions de réassurance de l'OTAN, et en cas d'agression directe de la Fédération de Russie sur l'Estonie, pour prendre par exemple la région de Narva, sur laquelle on peut supposer que les Russes ont certaines vues, effectivement, pourrait s'enclencher à la fois l'article 5 de l'OTAN, mais aussi l'article 42.7 de l'Union européenne. C'est une clause dans le traité de l'Union européenne qui dit que lorsqu'un État européen est agressé, tous les États membres de l'Union européenne ont l'obligation de lui porter assistance par tous les moyens militaires. Mais aujourd'hui, demander à un Français pourquoi la France rentrerait en guerre avec la Fédération de Russie pour défendre l'Estonie, ça ne relève pas de l'évidence. Donc effectivement, il y a un rôle de l'armée d'expliquer pourquoi et comment la France pourrait défendre, non pas son territoire, mais un pays européen et de l'OTAN, un allié. Et pourquoi elle devrait le faire? Oui, parce que quand on parle notamment des hôpitaux, parce qu'on en a beaucoup parlé, mobilisés, on parle pas forcément en effet de soldats, d'accueillir des soldats français, ça peut être en effet des soldats étrangers. Pour revenir sur les priorités de l'armée de terre, pour qu'on soit très concret, alors Sylvia l'a évoqué, colonel aussi, mais la dronisation, et comme on dit, la robotisation, ça c'est des chantiers qui sont essentiels, Xavier. On en a parlé tout à l'heure avec justement ce fameux mur de drones, comment se prémunir de toutes ces incursions de drones. Une première unité donc d'une vingtaine de robots terrestres devrait voir le jour 2026. Là aussi, c'est pas demain. Les Ukrainiens c'est presque demain, mais ça l'est pas quand même. Des très grandes quantités sur le champ de bataille qui notamment vont chercher des blessés. C'est des priorités. Extrêmement impressionnants à voir. C'est-à-dire qu'il y a une zone qu'on appelle la kill zone de 10 km. Le front ne fait plus quelques centaines de mètres de large, il fait une dizaine de kilomètres finalement, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans cette zone parce que les drones sont beaucoup trop dangereux. On l'appelle la kill zone, parce que dès que vous rentrez, vous risquez d'être tué par un drone. Et donc on va chercher les Ukrainiens vont chercher les blessés avec des drones terrestres qui sont des sortes de petits 4x4 très longs, très plats, avec une civière en fait, et le blessé par ses propres moyens arrive à s'accrocher, se hisser dessus pour être sorti de la kill zone avant d'être pris en charge par les sauveteurs et les médecins. Et toute cette technologie-là, la France la connaît très 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 peu. On a des spécialisations sur les drones, il y a beaucoup d'utilisation des drones, notamment pour les forces spéciales. Là, il n'y a pas tellement de retard, mais d'une manière générale, surtout le champ de bataille, de la manière dont c'est utilisé aujourd'hui en Ukraine, à la fois par les Ukrainiens et par les Russes, oui, là, l'armée française a beaucoup de retard. Alors forcément, il y a une question, et je suis sûre que nos téléspectateurs se le demandent, c'est le budget. Bah oui, parce que le budget, donc là, cette année, on est à 55 milliards d'euros, hein, si je ne me trompe, colonel, vous le dites, on était à 32 milliards en 2017, mais là, c'est une énorme inconnue, parce que le budget, pour l'instant, c'est très bien et qu'il est en suspens. On est face à une instabilité politique en France. Ça, c'est aussi la grande inconnue. Comment, en fait, finalement, peut-on faire tant qu'on ne connaît pas, du coup, finalement, le budget? Et c'est pour ça que les opérations de drones visent en premier lieu à déstabiliser aussi les populations. Parce que la situation de volatilité politique finalement dans laquelle se trouve la France, évidemment. D'ailleurs, on sait que la Russie appuie avec des opérations d'ingérence sur cette instabilité par rapport à la française. France, la Russie, son agenda, c'est 2027. Oui. Le vrai problème, encore une fois, le budget, c'est central. Aujourd'hui, ne rêvons pas, on a une problématique budgétaire et c'est pas au mois d'octobre la négociation que ça va augmenter. Ceci étant dit, la loi de programmation militaire a été plutôt confortable, en tout cas elle a été plutôt favorable. Le problème, c'est qu'on a compensé. Le problème, parce qu'on était dans les dividendes de la paix, on n'avait pas de stock, etc., etc. Donc à l'heure où je vous parle, je prends l'armée de terre par exemple, l'ensemble des investissements qu'elle fait, elle le fait sous enveloppe. Très concrètement,
concrètement, dans chaque régiment d'infanterie, il y a 20 régiments d'infanterie en France. Un régiment d'infanterie, c'est 1300 hommes. Il y a 4 compagnies de combat. Une compagnie de combat, c'est 150 hommes. Comment elle fait pour payer ça? Elle va enlever 150 hommes par régiment. Donc, elle a payé une compagnie de combat par régiment pour s'acheter des régiments d'artillerie antiaérienne, de l'artillerie solaire, etc., etc. Le problème, la révélation en 2022, on a des manques qui sont révélés. Et in fine, le manque principal, c'est quoi? C'est les drones. On a une menace drone qui est arrivée, on n'était pas prêt. Ouais. Alors, encore une fois, le CEMAT, il répond comment? Par l'innovation, ce qui est la solution. Et donc, par l'innovation, on a mis de l'argent pour innover, etc., etc. Les drones. Comme les Ukrainiens. Exactement. On adopte le même réflexe que les Ukrainiens, ce qui est normal, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs. Ils ont consulté d'ailleurs aujourd'hui par l'Europe. C'est vrai que ça va très loin, parce qu'aujourd'hui, dans les régiments, vous avez des cellules drones, ils travaillent sur des drones, comme le font les Ukrainiens. On a parfaitement imité le modèle qui était en fait, ça servait à rien de centraliser une fabrication de drones qui allait coûter très cher et qui serait toujours décalée au moment où on allait l'utiliser. Donc encore une fois, l'armée française cherche à être mobile, à être souple, et c'est la meilleure solution possible. Maintenant, au-delà des drones, vous avez toute la robotisation des champs de bataille qu'évoquait Xavier, qui est centrale. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la lecture de quoi? Quand vous avez 1500 morts par mois ou plus, etc., sur le champ de bataille, aujourd'hui, nos armées européennes ne l'acceptent pas. C'est impensable. Donc, quelle est la compensation? Les machines. Ah oui. Arthur Kenigsberg, vous voulez réagir? Oui, et vous aviez parfaitement raison de pointer le souci budgétaire. C'est un vrai sujet militaire, de souveraineté. On sait qu'aujourd'hui, pour subvenir aux besoins de nos armées, nous avons besoin d'une montée en puissance. Alors, on parle beaucoup d'économie de guerre, mais j'ai religieusement écouté le colonel Michel Goya, qui n'aime pas du tout cette expression, et qui parle plutôt de montée en puissance industrielle. Et je pense qu'effectivement, c'est le bon terme. Il faut une montée en puissance industrielle. Et ce qu'il y a à retenir l'année dernière, c'est lorsque Michel Barnier est tombé sur le budget, que François Bayrou a pris ensuite des mois pour faire passer son budget. On a un grand nombre d'industriels, de PME, de TPE françaises qui ont été payés avec des mois de décalage. Parce que aujourd'hui, ils sont essentiellement payés par de la commande publique, ou alors ce sont les grands groupes industriels qui les payent. Mais lorsque le budget est voté avec des mois de décalage, ça continue forcément à décaler l'agenda. Ça décale les paiements. Et donc, nous mettons nos acteurs industriels en grande difficulté, alors que nous avons besoin d'une montée en puissance industrielle. Là, effectivement, il y a un vrai coin sur lequel les Russes ont parfaitement raison et intérêt d'appuyer, c'est qu'effectivement l'instabilité politique en France est une vraie faille pour notre souveraineté et notre montée en puissance. Économiquement, il y a aussi dans ce budget de l'armée, les efforts que nous devons faire aujourd'hui, une vraie chance en fait, parce que tout l'investissement que vous faites dans le militaire, vous le retrouvez dans le civil, vous le retrouvez dans le budget de la nation. Quand vous mettez 1 euro dans le militaire, dans le complexe militaro-industriel, vous avez un retour sur investissement qui est de 2 euros, quasiment le double, ou peut-être un peu moins, ça dépend des circonstances. En tout cas, c'est intéressant. Ça fait des emplois. Ça va nous permettre aussi de sauver des compétences qui sont en train de disparaître. C'est-à-dire que les gens qui sont capables de faire telle ou telle pièce, ils ont 50, 60 ans aujourd'hui, ils vont bientôt partir à la retraite et demain, il n'y a personne pour leur succéder. Donc on est vraiment à minuit moins le quart. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. C'est un effort d'investissement. C'est pas de l'argent qu'on jette dans la mer à fond perdu et qui ne reviendra pas. C'est de l'argent qui va rapporter à la France. Et puis, évidemment, ne jamais oublier qu'en 2027, il pourrait y avoir un changement à la tête de l'État. Il y aura forcément, d'ailleurs, puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, et que si on se retrouvait à l'Élysée avec un président qui serait plus ou moins proche de la Russie ou de ces pays-là, ce serait certainement pas dans l'intérêt de la France, et c'est évidemment ce que cherchent les Russes tous les jours, avec toutes les déstabilisations. On part des têtes de porc accrochées sur les mosquées pour aller jusqu'au drone, aujourd'hui au Danemark, et on verra demain ou ailleurs. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. La France, mais aussi l'OTAN,